Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 spécial 60 ans avec ce matin, attention, Laurent Cabrol pour la presse régionale, Christine O'Krent pour la presse internationale, Gabriel Milesi pour l'écho et Denise Fabre en personne pour nous parler télé bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, il n'y en a qu'un qui répond, il n'y a que Cabrol qui est réveillé. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le Front National fait mal à Sarkozy. C'est la une d'aujourd'hui en France qui nous raconte que la réunion d'hier soir sur le second tour de la partielle du Doubs a viré à la zizanie. L'autorité de Sarkozy a été mise à mal comme jamais. L'UMP désavoue Sarkozy, poursuit Libération. Libé qui consacre sa une à Ebola, le répit. Après avoir fait près de 9000 morts, l'épidémie semble refluer, ce qui permet au quotidien d'écrire que la fièvre retombe. Le Figaro, comme nombre de titres, revient sur l'agression de 3 militaires à l'arme blanche hier à Nice et nous raconte aussi en page intérieure comment l'État loge des islamistes à la campagne. Près d'une dizaine d'individus, la plupart condamnés pour terrorisme, mais ne pouvant être expulsés, ils sont assignés en zone rurale, aux frais de l'État, aux grandes dames des élus locaux. Ça se passe, nous dit le Figaro, dans le Cantal, en Haute-Loire ou encore dans le Maine-et-Loire. Et puis 20 minutes nous apprend que Paris a perdu la bataille contre les chewing-gums. La ville a renoncé à nettoyer les trottoirs souillés par les bonbons usagés. Pourtant, l'amende va passer cette année à 68 €. Mais bon, on est loin des tarifs de Singapour. Est-ce que vous savez, les uns les autres, combien on paye à Singapour pour un bonbon jeté à terre ? 2000 $. Ah non, Christine O'Krent fait grimper les prix, évidemment. Je sais pas, 50 c'est 1000 €. C'est 1000 €, Ah, 1000. voilà. Cabrol, n'en profitez pas pour coller votre chewing-gum sous la table, s'il vous plaît. À la une des régions, il n'a pas toujours le nez dans les nuages et la tête dans les étoiles, Laurent. Il vient nous parler des régions, car vous en avez souvent parlé sur Europe 1, notamment dans les petites nouvelles de France, dans les années 80. Laurent, combien de bulletins météo sur Europe 1 ? 90 000. Oh, c'est pas mal, hein. Bon, quelques erreurs, mais beaucoup de choses justes. À la une des régions ce matin, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ? Alors, la Nouvelle République, et ce n'est pas fini, tenez, on reste dans la météo, puisque la neige qui s'est calmée revient, c'est ce que dit la Nouvelle République, mais elle sera moins puissante. Il va reneiger ce soir et la nuit prochaine, dit la Nouvelle République, et je confirme. Nouvelle République des Pyrénées. Ah, bien sûr. Voilà. Une autre vrai, une, il y en a non, vous avez qu'une une, vous, ce matin, non ? Non, il y a le courrier Picard. Ouais. 5 gardiens de prison, la prison d'Amiens, sont en garde à vue. Retour à la case prison pour donc ces gardiens, mais en qualité de prisonniers, pour trafic de cannabis. Stupéfiant, non ? Le sens de la chute. S'il vous plaît. Et puis le Républicain Lorrain, naissance d'Emma, miracle à Échainville, près de Forbach, en Moselle, où il fera 0 degré cet après-midi. Ah, il ne peut pas s'empêcher. Le bébé est né au bord de la route, grâce aux pompiers. Le papa se porte bien. Bon, bah tant mieux. La maman, ça vous intéresse pas ? Mais D'accord. Ce matin, vous êtes également passionné pour les vides-greniers à Orléans. C'est dans la République du Centre et ça pose pas mal de problèmes, visiblement. Orléans souhaite réglementer les vides-greniers. Il y en a 31 en 7 mois, c'est énorme, un peu dans toutes les villes. Et ça met la pagaille dans les rues. Alors la ville va, pourquoi réglementer ? Parce qu'on circule mal pendant les vides-greniers, parce que les employés municipaux sont obligés de faire des heures sup. Bref, il y en aura non pas moins, mais on ne va pas en rajouter. On ne va pas en rajouter, c'est déjà ça. Puis vous êtes venu avec un vieux quotidien. Hein. Oui, c'est quoi, le quotidien du 1er janvier 1955, c'est un quotidien régional, c'est la naissance d'Europe 1, je vous rappelle. Il s'appelle Côte Basque Soir, c'était quand même ahurissant de voir que Côte Basque Soir existait à ce moment-là. Et on y parle d'Arlette et de Jacqueline, qui sont Miss Saint-Jean-de-Luz et Miss Andaille, qui vont concourir pour le... Arlette qui depuis a fait une belle carrière Europe 1, c'est Arlette Chabot, non ? Voilà. Non. Et donc elles vont concourir pour Miss France. Arlette aurait pu y aller. On y parle aussi de Luis Mariano et du match Aviron-Bayonnais et Dax. Et puis il y a un bulletin météo qui m'a attiré, qui est fabuleux, tout simplement parce que le monsieur qui écrit la météo dit « Il va faire froid ». Buvez Negrita. Negrita, c'est... Ah bah très bien. Mais carrément. C'est que la loi a changé depuis. On n'a plus trop le droit de faire ce genre de si je disais, moi, il va y avoir du brouillard, buvez du Ricard. C'est un peu ça. On va s'arrêter là. Ça y est, il l'a dit. Avec modération. Évidemment. Laurent Cabrol a dit match. Eugène Sacomado qui est resté avec nous tout de suite. C'est pavlovien chez vous. Match. On va faire le match. Voilà. À propos de Cabrol qui a cité Luis Mariano, je vous raconte une anecdote. J'essaie de faire court. C'était un soir de journal dirigé par Jacques Paoli et il y avait 2 personnes à l'antenne, Namias et moi, Robert Namias, et on annonce la mort de Luis Mariano et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le studio, un éclat de rire, quelqu'un nous a provoqué. Et ça a été terrible, les gens qui ont appelé, c'est honteux, honteux d'avoir rigolé à propos de la mort de Mariano. C'est terrible. Le spectacle continue. À la une de la presse internationale, elle connaît le monde et en parle mieux que quiconque. Ce matin, c'est Christine O'Krent qui nous fait le plaisir d'être là. Christine, vous avez entre autres présenté le journal de 8 heures, animé les clubs de la presse et même travaillé avec Laurent Ruquier. Vous connaissez le moindre recoin de cette maison. Ce matin, vous nous parlez de la Grèce, de Tsipras. Oui, Tsipras, le Premier ministre grec, qui sera reçu tout à l'heure à l'Élysée. Et grâce à Jean-Philippe Ballas, j'ai trouvé un
papier dans le Sunday Times, l'hebdomadaire britannique, qui souligne une dimension très intéressante de la déflagration politique grecque. C'est pas seulement une affaire de gros sous et de renégociation d'une énorme dette, c'est aussi en pleine escalade de la crise ukrainienne, une menace sur la très fragile unité des Européens face au Kremlin. Parce que Tsipras, raconte le Sunday Times, a tout pour plaire à Vladimir Poutine. Avant d'être élu, il est allé à Moscou applaudir à l'annexion de la Crimée et dire tout le mal qu'il pensait des pro-nazis de Kiev. Une fois élu, il a formé son gouvernement avec un souverainiste d'extrême droite anti-américain auquel il a confié le portefeuille de la défense. Il faut quand même rappeler que la Grèce est dans l'OTAN. Il a nommé aux affaires étrangères un pro-russe patenté, un proche d'Alexandre Douguine, qui est un espèce de grand barbu, le chantre du nationalisme russe, proche aussi d'un oligarque russe, Timofeev, qui finance, lui, les séparatistes ukrainiens. Et puis, avant le tout premier conseil des ministres des Affaires étrangères auquel la Grèce participait, il a exprimé ses réticences quant à un durcissement des sanctions vis-à-vis de Moscou. La Grèce, cheval de Troie de Vladimir Poutine en Europe, c'est ce qu'affirme l'hebdomadaire britannique, parce qu'il faut quand même rappeler que Poutine voit d'un très bon œil la montée des populismes à l'extrême gauche en Grèce, mais aussi à l'extrême droite. Le Sunday Times rappelle le soutien financier russe au Front National français. Et ce qui est intéressant, Thomas, dans cette histoire, c'est que la Grèce, en fait, ne pèse pas lourd du tout au sein de l'Union européenne, ni économiquement, ni politiquement. Mais la tactique très habile, jusqu'à présent, du Premier ministre grec, illustre la menace du faible au fort. Donc, ce n'est pas de la lutte gréco-romaine, dont vous êtes sûrement un adepte, absolument. Mais c'est du judo. Et le judo, c'est le sport favori de Vladimir Poutine, ceinture noire. Décryptage haut de gamme, ceinture noire, 5e dan, signé de Christine O'Krent ce matin pour la presse internationale. Alors lui, ça a été top à Wall Street pendant 10 ans, la voix de l'économie sur Europe 1, et surtout, c'est l'homme qui a embauché Axel de Tarlé, c'est vous dire s'il a du pif. Gabriel Milesi, à la une de l'Écho ce matin, la dette, mais des Croates cette fois. Oui, la dette des Croates. Alors les Croates ont trouvé un moyen pour relancer l'économie, c'est tout simplement de supprimer la dette de 60 000 personnes. 60 000 personnes, ça n'a pas l'air beaucoup, mais sur 4 millions d'habitants, ça fait déjà une proportion importante. Donc, l'objectif, c'est donc de relancer, parce qu'effectivement, quand on n'a plus de dette, on a beaucoup moins d'angoisse, donc on a plus de confiance, et la confiance, on le sait, c'est le moteur essentiel de l'économie. Et la formule est d'autant plus maligne de la part des Croates qu'elle ne leur coûtera pas très cher, 46 millions d'euros à peine, et c'est encore plus séduisant pour l'État, parce que ce n'est pas l'État qui va effacer la dette, il a demandé aux banques, aux compagnies d'électricité, au téléphone, etc., de le faire eux-mêmes. Donc ça ne coûte rien à l'État. Donc voilà, on se dit, mais pourquoi pas faire la même chose en France? Nous, c'est quoi? C'est 30 000 euros par personne? Alors nous, c'est 40 000 euros par personne, et ça concernerait 1 million de personnes, les surendettés, enfin ce qu'on appelle les surendettés. Donc pour nous, le coût serait nettement supérieur, 40 000 par 1 million, ça fait déjà quand même pas mal d'argent. Mais il faut savoir aussi d'où on part, parce que nous, dans le même temps, on distribue par exemple une prime à l'emploi à ceux qui ne paient pas d'impôts. C'est-à-dire vous ne payez pas d'impôts, donc on vous donne de l'argent. Et plus tous les avantages sociaux qui s'y ajoutent, etc. etc. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent qui pourrait être transféré d'une façon différente et pour une efficacité tout à fait relative. Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est absolument notre système à nous, hein, parce que nous, on adore les usines à gaz. Prenons un exemple d'ailleurs tout frais. C'est la promesse numéro 14 du candidat Hollande, c'est de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Alors, il y a un rapport qui est remis aujourd'hui qui montre que c'est trop complexe et surtout, socialement, ça serait injuste. Alors, on a trouvé une autre solution. On va rendre la CSG non déductible. Comme ça, ça va aller beaucoup plus vite, mais ça sera des impôts en plus pour 6 millions de ménages. Donc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un peu la morale de l'histoire et c'est un peu l'histoire de l'économie. Merci Gabriel Milesi. On va se détendre, on va regarder la télé. C'est Denise Fabre qui fait son choix ce matin. Denise, Europe 1 a vraiment compté dans votre vie, car vous y avez même rencontré votre mari. Europe, c'est donc votre radio de cœur. Et ce soir, vous nous dites qu'il faut regarder Renaud sur TMC. Oui, absolument. C'est un parcours incroyable, Renaud. C'est 40 ans de carrière, 23 albums, 20 millions de disques vendus. Mais qui est-il? Qui est Renaud? Qui se cache derrière l'artiste? Alors, nous aurons ce soir des archives inédites, des témoignages très très forts et des musiciens qui ont travaillé avec lui, ses parents. Sa première femme, Dominique, pour commencer, lui donne en août 1980 une petite Lola. Lolita. Oui, et 5 ans plus tard, il écrit son plus grand succès. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi,
Regardez les gens tant qu'il y en a. Magnifique Mistral Ça, gagnant. c'est une chanson magnifique qui a été inspirée d'un épisode de son enfance. Sa maman se souvient d'ailleurs. C'était sur le boulevard Jourdan, il y avait une boulangerie. Et c'est là qu'il fallait rentrer, acheter les roux-doudous, les Mistral gagnants, les rouleaux de... Enfin, tous ces petits bons becs, comme il disait. Alors les années qui suivent sont malheureusement difficiles. Elles sont marquées par la mort de Coluche, qui c'est son pote et le parrain de sa fille. Et puis autre douleur, sa séparation avec sa femme. Alors Renaud devient Mister Renard et il s'enfonce dans l'alcool et la déprime. J'ai voulu noyer mon chagrin dans des boissons anisées avec à forte dose, dont je me suis un peu détruit, quoi. Moi qui ne suis pas suicidaire, j'ai paradoxalement une tendance à l'autodestruction parfois. Et puis il y a Romane derrière qui arrive. Hein. Oui, absolument. Il y a cette jolie rencontre avec Romane qui lui donne un fils. Alors il revient sur le devant de la scène, mais ses démons le reprennent. Et son dernier concert, il le donne en fin 2007. C'est un concert gratuit à ses fans et depuis, c'est le grand silence. Et Dave, que je côtoie régulièrement sur la tournée H-Tendre, qui est son voisin dans le Midi, me parle de Renaud. Il me dit que c'est un être très tendre, sensible, très observateur. Il nous reste ses chansons. On se laisse toucher comme tous les intervenants autour de la table, invisiblement par Renaud, ce soir à 20h50 sur TMC. Portrait inédit donc de ce chanteur. Il était une fois Renaud. Merci à toutes et à tous. Rideau sur le kiosque.